Bienvenue sur Afro Info 243 de partout où vous nous suivez à travers le monde. Nous sommes en République démocratique du Congo. Vous avez choisi la meilleure chaîne de télévision en ligne pour rester à la page de toute l'actualité sécuritaire qui prévaut dans l'est de la RDC. Il faut noter qu'un calme précaire est observé sur les lignes des fronts entre les FARDC et le terroriste de 123 soutenu par le Rwanda après des affrontements autour de la cité de Sake dans la journée des dimanche 12 mars 2023. Nous allons également parler du séjour de la mission du Conseil de sécurité de l'ONU en République démocratique du Congo, ainsi que d'autres questions d'actualité dans ce numéro de Critiques Actu. Mesdames et messieurs, restez avec nous. Et pour en parler, je reçois M. Akilimali Saleh Choma Choma, qui est journaliste, spécialiste des questions de paix et de sécurité dans la région des Grands Lacs. Bonjour M. Saleh, bienvenue. Bonjour Jospin, bonjour à tous vos téléspectateurs. Voilà, vous avez parlé des nouvelles des fronts ce matin sur différentes plateformes. Mouchaki est toujours contrôlé par le 123, mais la route Goma-Sake est sous contrôle des forces armées de la République démocratique du Congo. Quelle est votre impression? En fait, mon impression, c'est qu'il y a un grand travail de titan qui a été fait par les forces armées de la République démocratique du Congo pour bouter dehors l'ennemi qui voulait qui a pris d'ailleurs les encablures des Sake et qui voulait prendre visiblement la cité des Sake pour ne retrancher les militaires congolais qui est du côté de la ville de Goma où ils n'ont aucune issue en fait. C'est vraiment un grand travail qui a été fait, et qu'il faut féliciter parce que c'était vraiment du bon boulot et il y a eu des résultats parce que pendant que les jeudis, les combats s'étaient nés autour des Nénéro, c'est autour de 3-4 km de Sake. Maintenant, les FARDC sont proches de position au niveau de Luonga, c'est autour de 6 à 7 km. Donc, ça veut dire que la protection des Sake est désormais presque assurée, à moins qu'il y ait de nouvelles attaques. Jusqu'à maintenant, cette position est bien sécurisée. Et la route nationale numéro 2 qui rejoint la ville, de Goma et de Bukavu est encore sous contrôle de l'armée congolaise dans son entièreté. C'est un ouf de soulagement parce qu'il y a des équipements militaires et il y a aussi des civils qui doivent trouver un couloir en cas de nouvelles attaques. Et cette route est très importante pour l'armée, pour les civils, pour la communauté humanitaire ainsi que pour la logistique des objets et instruments sensibles de l'État. Voilà, après une semaine animée par des affrontements, le 23 a communiqué le samedi et a encore donné l'impression de vouloir quitter quelques entités, notamment Mouchaki qui est stratégique en ce moment parce qu'en parlant de Biambo, bien sûr, on voit également Mouchaki. Est-ce que c'était sous pression ou encore c'est une autre stratégie des mensonges comme le cessez-le-feu amorcé le 7 qui n'a pas été en tout cas matérialisé? En fait, je pense qu'il faut mettre au point des idées. Il y a d'abord l'aspect de l'entrée de la SADC qui voudrait... En fait, il y a eu des réunions au niveau de l'état-major de la SADC qui veut vraiment s'intégrer. Il y a une délégation venue à Goma pour une mission d'observation et tout, d'évaluation de la situation. Exactement. Après ça, il y a les vendredis. En fait, c'était les vendredis, c'est pas les samedis matins, que le gouvernement, la présidence angolaise a annoncé le déploiement des troupes dans cette partie de la République avec l'autorisation, bien sûr, du Parlement angolais, aussi du Parlement de la République démocratique du Congo et que la République démocratique du Congo puisse manifester cette volonté en fait de pouvoir faire intervenir ces hommes-là. Et c'est quelque chose de très important en fait parce que maintenant les M23 se trouvent dans une situation où ils ne savent pas si la SADC va faire les mêmes jeux que les jeux que fait l'EAC en fait, c'est-à-dire de jouer le rôle de policiers, de force tampon en fait pour en quelque sorte sécuriser les lignes parce que
si vous savez bien, c'est parce qu'il y a notamment l'EAC au niveau de Kibumba et à Rumangabo plus ou moins, qu'il n'y a pas d'affrontement et qu'il n'y a pas d'affrontement. N'avance pas. Oui, et pendant ce temps, le M23 est en train d'avancer sur d'autres axes. Et qui sait, peut-être que maintenant, ils sont en train de vouloir donner des positions autour de Bihambwe. Ou même aux alentours de Kiloliro, peut-être pour renforcer les fronts du site Kivu, ou peut-être pour monter dans les Grands Nord, ou prendre l'axe Pinga qui est aussi parmi la voie au territoire de Walikale, jusque dans la province de l'ancienne province orientale aujourd'hui, la Chopo, voilà. Ouais. Exactement. Donc je pense que c'est une stratégie de survie. En fait, en quelque sorte, que cette force soit déjà installée sur ces places et pour, en quelque sorte, donner l'opportunité au gouvernement congolais, plutôt à cette rébellion, de pouvoir s'installer, de pouvoir consolider ses positions, parce que les communiqués ne disent pas qu'il y aura un retrait progressif. Les communiqués disent qu'ils ils se retirent de là-bas. Pour aller occuper leurs zones initiales, dans les monts Sabinyo, Tchanzuronyoni. Non, ce n'est plus dans le planning maintenant du M23. Le planning maintenant du M23, c'est actuellement, c'est qui est cette force. Moi, je parle de la feuille de route de Luanda, c'est ce qui était prévu dans la feuille de route. La feuille de route, et ils n'ont pas prévu un processus de cessez-le-feu. Ils ont prévu un processus de retrait de force, et ce retrait de force-là est en train de se faire. Ce retrait de force, pas pour reprendre les positions autour du mont Sabinyo, mais beaucoup plus pour reprendre des positions, mais beaucoup plus pour perdre les positions qui sont en face de l'armée congolaise. Et comme ça, l'armée congolaise n'aura plus la possibilité de faire des attaques et de conquérir toutes les localités et cités déjà conquises par cette rébellion. Et c'est quelque chose sur laquelle le gouvernement doit vraiment réfléchir et tenter de trouver des solutions urgentes, parce que si ce n'est pas le cas, la République est extrêmement en danger. Nous risquons d'avoir des républiques parce qu'ils peuvent donner aussi leur visa, ils peuvent ouvrir de commerce, ils peuvent faire, c'est un grand territoire. Par rapport au Congo, certes, c'est trop grand, mais c'est plus grand que des pays. En fait, la zone que contrôle les M23 actuellement, voilà. C'est une zone qui a plus d'espace que certains pays du monde, en fait. Voilà, avant de revenir sur les fronts diplomatiques, parce que tous les fronts ont bougé la semaine dernière, les fronts politiques, les fronts diplomatiques également, et les fronts militaires. Quand je parle du front diplomatique ou politique, là je vois cette mission du Conseil de sécurité des Nations Unies, les tractations entre une délégation venue de l'Angola et le président Félix Tshisekedi, l'arrivée autour de la présence du facilitateur de l'EAC Uhuru Kenyatta à Kinshasa et à Goma. Mais quand même, lorsqu'il bouclait sa mission dans l'est de la RDC, le ministre congolais de la Défense, Gilbert Kabanda, a insisté sur l'option militaire. Il a dit que les forces armées de la RDC sont là pour défendre l'intégrité du territoire national congolais. Est-ce que c'est un message clair qu'il lance à tous ses partenaires politiques et diplomatiques? Parce qu'il y a eu beaucoup de punchlines, on dirait, le Conseil de sécurité des Nations Unies qui renvoie la RDC à ses responsabilités, qui cite nommément les FARDC comme la seule force qui doit protéger l'intégrité du territoire national congolais. Est-ce qu'il faut revenir sur ce point de vue-là et que les Congolais sachent qu'ils ne compteront pas sur une organisation internationale ou sous-régionale en ce moment? Bon, je pense que le propos de Gilbert Kabanda n'engage pas le gouvernement. En fait, il y a plusieurs ministres qui arrivent ici et qui disent chacun ce qu'il veut dire, à l'instar de Berianze et de Mwindonzangi qui se sont exprimés aussi sur cette question. La difficulté, c'est de savoir s'ils l'ont dit au nom du gouvernement ou si c'est des points de vue personnels. Évidemment, ils engagent le gouvernement parce que les propos de Mwindonzangi ont été répétés à Bukavu par Gilbert Kabanda, notamment sur ces réservistes des FARDC, les forces d'autodéfense. Alors, du coup, on s'est dit que c'est une question qui émane du gouvernement congolais. Alors, ce que nous constatons en fait sur le terrain, c'est que il y a une sorte de défensive au niveau de forces armées. Certaines indiscrétions parlent plutôt d'une décision politique de la part de Kinshasa de pouvoir privilégier la voie diplomatique à la place de la voie d'affrontement qui, selon eux, coûterait encore plus cher à la République et tout le reste.
Des vies humaines aussi, en termes des pertes en vies humaines. Exactement. Et cette voie diplomatique qui est en train de se perdre, hein, qui est en train de perdre carrément les pédales. Tous nous savons très bien que c'est les 6e, si pas les 7e décisions de cesser les faits des retraits progressifs, mais qui n'est pas toujours respecté. Alors maintenant, c'est devenu quelque chose d'impossible à vivre à la limite pour un certain nombre de personnes. Et maintenant, il faut faire face au problème. Et faire face au problème, c'est-à-dire engager exactement les FARDC. Il y a un budget qui a été voté de 14 milliards de dollars, dont 1 milliard a été alloué à l'armée et à la défense nationale. Et tous nous savons très bien que la plus grande menace dans cette république maintenant, actuellement, c'est la M23. Après, suit l'EDF et puis les Codeco au niveau des Lutori. Mais vraiment, la plus grande menace, c'est la M23. Il faut avec cette guerre d'agression, et puis il y a un pays qui est impliqué directement. Pas seulement un seul pays, c'est juste que le gouvernement ne veut pas citer d'autres pays comme l'Ouganda et d'autres pays qui soutiennent tout de même au niveau des Nations Unies, hein, d'autres pays donc de puissances étrangères en fait, qui sont en train aussi de soutenir le Rwanda et l'Ouganda derrière cet accaparement du territoire de la République démocratique du Congo. Donc il faut faire en sorte que cette fois on puisse faire intervenir l'armée, et faire intervenir l'armée, c'est-à-dire réorganiser le commandement, parce que c'est devenu un grand problème. Maintenant, il y a un député national qui a estimé qu'il y avait 23 généraux ici, dans cette opération. Moi, personnellement, en tant que journaliste spécialiste des questions de sécurité, j'en ai compté autour de 13 qui sont directement impliqués dans des opérations ici dans la région. Donc, je pense qu'il faut réorganiser ce commandement-là, savoir ce qui va se passer, savoir quels sont les besoins en termes logistiques, savoir quels sont les besoins en termes d'hommes et en termes de temps. Et cela doit être une solution à moyen ou à long terme, mais à court terme. Ce n'est pas une solution à long terme. Nous sommes en pleine guerre d'agression. Ce n'est pas une solution. Nous avons des troupes qui sont là. Il y a des jeunes qui sont encore en formation, qui peuvent constituer une forme de réserve. Nous avons et ces autodéfenses maintenant, par exemple, moi, selon certaines sources, est occupé aujourd'hui par des forces d'autodéfense qui ont en tout cas bouté le M23 hors de ces territoires-là, de cette partie du territoire national. Les dernières informations que j'ai sur Mouisso, merci d'en avoir parlé, c'est que le M23 se serait retiré pour de Mouisso pour occuper des positions au niveau des Mpeti. Et ces positions-là sont plutôt une ouverture vers Pinga, mais aussi il y a des chemins de, comment on appelle ça, des chemins agricoles en fait, des chemins de plantation. C'est-à-dire ce sont des chemins où un véhicule peut passer, mais ce n'est pas vraiment trop praticable et tout, mais des chemins de plantation qui ouvrent jusque vers Kanyabayonga dans les territoires de Lubero à partir d'un petit. Donc c'est aussi une autre stratégie. Mais dire que l'aspect réserviste avec les groupes armés locaux, je pense que c'est au gouvernement de réfléchir, et au moment opportun, si on demande l'avis de la société civile ou l'avis de nous en tant que journalistes et tout, on donnera à un certain moment l'avis. Mais maintenant, tous nous savons qu'il est hors de question, certes, qu'il y a d'une certaine manière une tentative de la part des rébellions de pouvoir s'accaparer une partie de cette guerre, mais tous nous savons très bien que c'est du ressort des forces armées et uniquement des forces armées de la République démocratique du Congo. Nous allons terminer par cette question. Emmanuel Macron, le président français à Kinshasa, avait renvoyé la responsabilité de cette question au gouvernement congolais, implicitement bien sûr. Il n'avait pas condamné le Rwanda. Des sanctions, est-ce que la France avait sanctionné le Rwanda sur le plan diplomatique? La réponse en tout cas c'est non. Aujourd'hui, les conseils de sécurité des Nations Unies aussi, avec Nicolas Rivière, c'était clair à Goma que c'est l'apanage des FARDC de protéger le territoire national congolais. Nous sommes un pays souverain. Kinshasa qui voulait des sanctions contre le Rwanda, qui voudrait de la MONUSCO un mandat musclé. Le M23 qui demande un dialogue direct avec le gouvernement congolais. Est-ce que si on reste pragmatique aujourd'hui,
l'option militaire peut marcher avec les offensives et mettre de côté ces dialogues avec le 23 parce que actuellement, comme toutes ces organisations sous-régionales, même la communauté internationale renvoie à l'RDC sa question, renvoie au FARDC, c'est qu'il faut un engagement sur les fronts, sur les plans militaires. Est-ce que l'autre armée dispose d'une force dissuasive capable de déloger le 23 de toutes ces localités ou alors il faudrait aller sur cet aspect des négociations sur le plan régional peut-être ou alors sur le plan national si cela serait possible parce qu'à mon entendement aujourd'hui c'est une question qui a dépassé le niveau national avec l'implication du Rwanda et de l'Ouganda, vous l'avez dit, c'est une question déjà qui doit être traitée au niveau sous-régional. Je pense d'abord que c'est de l'hypocrisie en fait de dire tout ça parce que c'est cette même communauté internationale qui dit qu'il y a des officiers affairistes au sein des FARDC. Et c'est cette même communauté internationale qui est en train d'encourager un processus qui va encore créer d'autres officiers affairistes au sein des FARDC parce que quand on dit dialogue, c'est-à-dire on dit réintégration, amnistie, on dit... réinsertion plus d'un million de réfugiés, les réfugiés congolais. Ça, c'est une question extrêmement sensible. Ouais. Je pense qu'il faudra peut-être une émission spéciale pour en parler. Mais en ce qui concerne l'armée, c'est que notre armée est capable de bouter dehors l'ennemi de la République, qui est le M23. Mais la grande question, c'est vraiment de savoir est-ce qu'il y a un bon commandement pour les faire? Je ne suis pas en train de commenter des questions militaires. Donc, c'est un questionnement qu'il faut se poser au niveau du gouvernement congolais. Est-ce qu'il y a un bon commandement pour faire arriver à ce que Mamadou Ndala et Baouma ont pu faire en 2013? Est-ce qu'il y a un bon commandement? Est-ce qu'il y a de la logistique qui suit? Est-ce qu'on a déjà exclu des généraux affairistes, des officiers affairistes qui s'enrichissent derrière cette guerre? Est-ce qu'on a déjà suivi la traçabilité de la ration alimentaire et d'autres motivations, d'autres primes des risques qu'on donne aux militaires qui, à un certain moment, il y a un certain nombre de sources qui disent que ça n'arrive pas dans son entièreté? Ce sont ces genres de questions qu'il faut régler. Après ça, ça ne serait qu'une question de temps parce que avec les drones que les FARDC ont eu à acheter, maintenant c'est possible. On dit que les premiers drones déjà devraient arriver d'ici le 31 mars sur les sols congolais. Donc avec le déploiement de ces drones-là, c'est possible de savoir quand est-ce que l'Ouganda a envoyé des troupes, quand est-ce que le Rwanda a envoyé des troupes et peut-être de bombarder les positions qui contrôleront ces troupes et ainsi couper la chaîne d'approvisionnement. Parce qu'en 2013, ce qui a été possible, c'est qu'il y a eu une diplomatie qui a été agissante et qui a donné des sanctions contre le Rwanda notamment et qui a mis en garde l'Ouganda. Alors, il y a eu réduction de l'apport militaire, technique, ainsi que l'apport logistique du Rwanda et de l'Ouganda, et ça a permis en fait de neutraliser les M23. Mais tant qu'il n'y aura pas coupure de ces schémas-là de financement et de déploiement de forces rwandaises et ougandaises, ça ne s'arrêtera pas. Et maintenant que la diplomatie a échoué d'arrêter ces soutiens-là, maintenant, il faut le faire via nos moyens techniques que nous disposons maintenant que nous n'avons plus d'embargo, qu'on achète des drones, qu'on achète des équipements de surveillance aérienne, pouvant savoir quand est-ce qu'il y a d'entrée des troupes, quand est-ce qu'il y a l'entrée des troupes et les suivre à la trace, les neutraliser avant qu'ils ne viennent attaquer les dernières positions des FARDC. Et avec cela, il y aura réduction de l'aide de ces pays, notamment le Rwanda et l'Ouganda. Et avec réduction de l'aide, il y aura réduction de la force de l'ennemi. Et là, les FARDC pourront certainement s'attaquer très facilement à cette nébuleuse M23. Voilà, merci beaucoup M. Saleh. Donc la question est toujours renvoyée au gouvernement congolais, comme d'autres organisations l'ont fait. C'est à la RDC de gagner cette guerre, c'est au gouvernement congolais, c'est au FARDC et pas à une autre force étrangère ou sous-régionale. C'est un plaisir de vous recevoir. Je rappelle que vous êtes journaliste spécialiste des questions de sécurité et de paix à Kilimali Saleh Tchouma. Merci d'être passé. Merci aussi, merci à tous vos téléspectateurs de nous avoir suivis. Voilà, en tout cas, on
se retrouve pour un prochain rendez-vous des critiques actu. Laissez-nous votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous à Afro Info 243. Partagez la vidéo. Laissez-nous un j'aime. À très bientôt.